Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum. Un grand forum aujourd'hui qui colle à l'actualité. Je ne sais pas qu'une fois n'est pas coutume, mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, les habitudes des sujets que nous choisissons, généralement à l'avance. Mais, que vous voulez que je vous dise, hein, la suspension d'un président d'université par un ministre, c'est un acte rare, lourd de symboles et de conséquences. Nous abordons donc aujourd'hui ce sujet avec notamment, entre autres, et on nous en remercie, une intersyndicale qui a elle-même alerté d'ailleurs le ministre, elle va nous l'expliquer. Nous rappelons néanmoins que la suspension telle qu'elle a été portée à la connaissance du grand public est une mesure conservatoire, hein, et non une sanction, hein. Donc il est bon de le rappeler. Dans cette affaire, dont nous découvrirons, nous l'espérons, les multiples facettes, nous souhaitons garder toutes les réserves au temps nécessaire aux instructions administratives et très certainement judiciaires, on n'en sait rien, on va peut-être le savoir aujourd'hui. Donc derrière ce courrier, cette décision ministérielle. La suspension du président crée un moment délicat, on s'en doute, hein, évidemment, pour l'université. Vous, messieurs, avez joué un rôle, hein, dans l'alerte qui a conduit à cette décision. Alors personnellement, j'aimerais, mais je pense que les auditeurs et téléspectateurs qui nous regardent ou nous écoutent aujourd'hui sont comme moi. Nous aimerions comprendre votre analyse de la situation, vos attentes pour la suite à ces événements et comment vous voyez la stabilité notamment, c'est ce qui, je pense aux parents, je pense aux étudiants notamment, mais aussi au personnel, on y reviendra, la stabilité de l'établissement dans les semaines à venir. Donc avec nous en plateau, et encore une fois, nous les en remercions, Monsieur Yaovi Tabiou, je ne me suis pas trompé. Tout à fait, c'est bien ça. Hein, voilà, vous êtes représentant de l'UNEF en Guyane et par ailleurs porte-parole du syndicat des étudiants de l'Université de Guyane. Bonjour. Bonjour, c'est bien Voilà. ça. Avec nous également, donc, Monsieur Razan. Excusez-moi, oh là là, j'ai mangé votre prénom. Et comme d'habitude, ah voilà, et ils m'aident pas, hein, Monsieur Bertrand Razan. Bonjour, Monsieur Bertrand Razan, Excusez. secrétaire académique de l'UNSA et porte-parole donc de cette intersyndicale. D'ailleurs, si vous pouviez nous préciser qui compose cette intersyndicale aujourd'hui, Monsieur Razan. Alors, l'intersyndicale, bonjour chers auditeurs, téléspectateurs, bonjour à tous avant tout, Monsieur Lepelletier. Alors, l'intersyndicale est composée de l'UNSA ITRF Bio, UNSA SNPTES, le syndicat des étudiants et la FSU. D'accord, FSU et UNSA principalement, hein, en tant que syndicat. Oui, D'accord, oui. d'accord. Non, parce qu'il y a d'autres- Syndicat représentatif au sein de l'université de de Guyane, l'université et puisque, de ses instances. et des instances justement, parce que nous sommes représentatifs du personnel des dernières élections qui ont eu lieu en 2022, au CA, au CSA et au CAC aussi, donc dans tous les conseils, CAC, c'est le conseils conseil académique, Conseil tout à fait. académique. Non, non, mais moi je Oui, oui, sais, non, mais non, enfin, tout à fait. C'est vrai que pour le grand ne public, nous voyons pas les dans acronymes sont un peu difficiles. Ah, Voilà, oui, l'administration et ses acronymes, voilà. Très bien. Et vous, monsieur Yaovi. Yaovi, c'est le nom ou le prénom? Alors, Yaovi, c'est le prénom. C'est le prénom, Oui, voilà. tout à fait. Non, Et le nom, si c'est ça peut Tabiou. de prénom, ça ne me dérangerait pas. Mais néanmoins, monsieur Tabiou, Oui, hein, tout à pour être fait. précis, vous êtes aussi membre du conseil d'administration, donc Tout de à fait. Donc, membre du conseil l'université. d'administration depuis 2 ans, donc depuis les dernières élections des centraux à l'université. Et avec les collègues, donc, on s'est réunis, on a fait un constat de la situation qui a mené à la création de cette intersyndicale avec tout le monde. Et depuis, donc, nous continuons à porter la voix de toutes et tous. Il était important donc de rappeler que vous êtes tout à fait à la fois autorisé, en tout cas informé, et soit spectateur, voire acteur de certaines décisions ou autres problématiques internes à cette université que le grand public ne connaît pas forcément. D'ailleurs, je voulais savoir que donc vous avez alerté le ministère, hein, c'est bien ça. Hein, vous me direz si vous avez alerté le ministère. Je pose la question sur des dysfonctionnements que vous avez jugés ou que vous jugez graves. J'imagine. Alors, sur quels éléments avaient motivé, c'est quoi un peu l'historique de toute cette affaire dont on a parlé dans la presse il y a maintenant un mois et demi, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas, monsieur Razan. Oui, alors, il faut savoir en préambule que l'université est régie par un certain nombre de textes tirés du Code de l'éducation. Et les fonctions de tout un chacun, quasiment, et surtout au niveau du président et du conseil d'administration, sont définies dans ces textes-là.
Et ben, justement, et nous sommes, en tant que fonctionnaires, syndicats, habilités à faire remonter des dysfonctionnements que nous aurions constatés au Hmm. niveau de l'université. Ce qui a été fait. Et aussi, hein, nous avons beaucoup échangé avec M. Linguet Mhm. lors de, Président de l'université, oui, Laurent Linguet. le président Suspendu de l'université. suspendu de l'université, tout à fait. Non, parce qu'aujourd'hui, il a été acté, hein, par le ministère aussi que la présidence intérim est assurée par Madame Sebeloué. Tout à fait, tout à Donc, fait. Vous avez bien fait de le préciser. donc voilà, donc avec dans l'ordre du fonctionnement des instances, nous avons fait remonter directement au président des problématiques de turnover, des problématiques de dysfonctionnement que nous avons constatés, qui nous ont été remontés par la base, parce qu'il faut savoir que nous sommes représentants des agents, les agents viennent nous voir, et nous, notre rôle, c'est de faire remonter les diverses récriminations Hmm. et des personnels pour pouvoir les régler. Oui, mais théoriquement, ce sont d'abord des remontées dans des instances internes avant de faire Tout à fait. appel à. Ça remonte en interne, on essaie de trouver des solutions ensemble, Ouais. et lorsque le dialogue social est rompu, on est obligé de passer à d'autres À instances. l'échelle, On est obligé de passer à supérieure. d'autres instances qui sont prévues par les textes pour pouvoir faire aboutir les choses. D'accord. Je voudrais un petit peu avoir un peu aussi le point de vue donc du côté des étudiants, hein, parce que bon, c'est assez. Je vais dire, peut-être que c'est un fait, hein, mais pour nous qui observons la vie sociale un peu plus largement, hein, de voir des étudiants se mettre avec des représentants syndicaux dans une même intersyndicale pour protester contre des dysfonctionnements, c'est la preuve qu'effectivement, vous aviez noté aussi des difficultés. Bah, c'est un peu le signal finalement qui montre l'état, en fait, du dialogue social à l'université. C'est de se dire qu'il y avait des problèmes structurels qui avaient été constatés. Donc individuellement, donc dans chacun sa fonction de syndicat, on avait remarqué des choses. On les a mis en commun. On a constaté qu'effectivement, autant personnel que représentants étudiants, le dialogue social était rompu. Du côté des étudiants, il y avait souvent une forme, voilà, soit de minimisation des réalités qui pouvaient être présentées, ou parfois des problèmes qui peuvent être évacués assez simplement via des raccourcis. Et aussi, vis-à-vis de ça, un certain nombre d'éléments, on pense quand même il y avait un manque de transparence en fait qui était fait. Et la preuve en est le turnover que l'université subit, pour lesquels on a difficilement obtenu des informations claires sur la situation de Hmm. l'université. C'est quelque chose que les étudiants vivent au quotidien. Typiquement, quand il y a peu de personnel ou que les personnes partent, que ça soit la scolarité dans d'autres services, ça rend plus compliqué la vie gestion étudiante. courante et la vie étudiante pour toutes et tous. Donc c'est des choses comme ça qui finalement agrégées ont conduit à cette intersyndicale et qui ont conduit finalement à tout cela. Et le fait qu'on soit tous ensemble, ça montre également le fait que la situation était arrivée à un point assez tendu de crispation. Donc, je vous remercie de cette un peu entrée en matière. On va essayer de continuer à contextualiser un petit peu pour nos auditeurs et téléspectateurs. Parce qu'on pourrait venir directement à ce qui se dit, ou ce qui s'est dit dans la presse, choses comme ça. Mais je souhaite avoir avec vous un petit peu le contexte général. Euh, Mhm. vous nous avez indiqué que des difficultés ont été constatées, que des discussions ont abouti, que le dialogue social ne fonctionnait manifestement pas, donc les alertes sont montées un petit peu plus haut. Petite question très précise, puisque ça c'est sorti dans la presse et c'est factuel. Cette mission, et d'ailleurs on avait eu l'information à l'époque, cette mission d'inspection Mhm. qui a été commandée par le ministère, hein, enfin par oui, enfin, le ministère, l'administration hein, de l'éducation nationale au plan central. Mhm. Cette mission d'inspection, vous l'attendiez, vous l'avez demandé explicitement. Alors, oui. Alors, comment ça s'est passé? Alors, l'université est soumise à un certain nombre de règles et un niveau hiérarchique, je dirais.
sachant que le recteur chancelier des universités n'est pas dans la hiérarchie directe de l'université. Il n'est pas un tuteur de Il l'université. n'est pas tuteur de l'université. Il a pour rôle d'entériner justement toute la partie financière de l'université, le budget, les comptes de l'université. Il les entérine et il les envoie au ministère pour. Il fait le contrôle de l'égalité quelque part. Voilà. Et donc, dans ce rôle-là, l'intersyndicale a été voir le recteur. D'accord. Dans un premier temps, on a eu un échange avec le recteur pour lui expliquer la situation et lui demander, bon voilà, on est un peu désemparé. Me semble-t-il sur, on va y revenir un petit peu plus tard, le volet particulièrement des dérives budgétaires que vous avez réitéré. Tout à fait, puisque c'est dans son rôle de bien certifier les comptes quelque part, et à partir de cette certification, il engage sa responsabilité aussi. Donc, on a été le voir pour ça, et aussi pour les problèmes de management qu'on a pu évoquer auparavant. Alors, excusez-moi, on n'est pas... Maintenant, vous répondez si vous voulez. Hein. C'est vrai que nous disons à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que nous tentons en plateau. Et eux aussi, je l'espère, à partir de midi, s'ils ont des questions à vous poser. En tous les cas, je les appelle à plus grande réserve. Hein. C'est une affaire qui est sensible. C'est une affaire qui met en cause un homme, effectivement. Et toute sa carrière. Bon, effectivement, et c'est une affaire qui n'est pas jugée. C'est une affaire dans laquelle, comme je vous dis, les mesures qui ont été prises sont conservatoires et ne constituent pas de sanctions. Elles permettent de poursuivre une enquête administrative, j'imagine, et bon, on verra si ensuite il y a un volet judiciaire à ces affaires par rapport aux allégations ou en tous les cas aux choses qui sont parues dans la presse. C'est un peu pour s'en dire, on va y revenir. Sachant que pour ajouter un point à ce que vous dites, il y a une enquête administrative qui est en cours. Donc, par rapport à cette enquête administrative en cours et enquête judiciaire, apparemment, selon ce qui a été énoncé dans le communiqué de presse du ministère, des enquêtes sont en cours. Donc, nous avons un devoir de réserve par rapport à des situations personnelles. Donc, sur ces questions, je vous le dis d'emblée, je ne me prononcerai pas. Notez bien effectivement que par ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle nous avons convenu ensemble. Moi, j'ai souhaité vous inviter. On a parlé de ce sujet. On est transparent vis-à-vis de tout le monde en la matière. Et effectivement, nous avons convenu que ce qui fait le buzz, passez-moi l'expression, aujourd'hui, mais pas seulement en Guyane, mais notamment, j'ai lu la presse nationale. Tout à fait. Qui est rapporté au niveau de la presse nationale. Bon, ce sont des affaires qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être fausses, on n'en sait rien. En tous les cas, ce sont des affaires sur lesquelles nous ne nous étendrons pas lors de ce grand forum, parce que derrière ce buzz, il y a l'université et d'autres faits que vous souhaitez mettre en avant et d'autres visions de management que vous souhaitez. Je m'exprime bien en votre lieu et place. Non, mais oui et non. Juste un petit point. Il y a l'institution et il y a aussi l'humain. C'est clair. Il y a des hommes et il y a des hommes des deux côtés de la barrière, si je peux m'exprimer ainsi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a une souffrance au travail qui a été dénoncée. Donc, il y a des gens qui souffrent et il faut les prendre en considération. D'accord. Et effectivement, effectivement, au-delà de tout cela, du coup, c'est rappeler que l'université, ce qu'elle est, c'est une maison commune finalement pour personnel, enseignants comme étudiants. Et aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur après tous les événements récents des dernières 24 heures, c'est surtout de prendre soin de cette maison commune-là pour les étudiants. Donc pour cette année qui va à son terme là, donc de pouvoir nous assurer que ça aille au terme comme il se doit pour tous les usagers, mais également pour le personnel de pouvoir faire les conclusions de toutes les formations, et sachant que l'année prochaine va être également une année où il va falloir revoir les plaquettes pédagogiques des formations. Donc c'est un ensemble de choses finalement qui nous tiennent à cœur aujourd'hui au service des usagers, et pour le coup, que ça soit maintenant comme au CA de cet après-midi, c'est des discussions qu'on va avoir et c'est ce qui va nous tenir à cœur de pouvoir arriver au bout de tout ça pour les usagers. Vous entamez largement la deuxième partie d'émission qu'on fera à partir de midi et sur lesquelles je pense que nous allons avoir beaucoup de réactions de la part de nos interlocuteurs qui sont soit dans leur voiture, soit
à la maison, qui nous regardent à la télévision, cette deuxième partie. Mais restons un petit peu sur l'historique, et c'est déjà important. Vous avez apporté vraiment déjà des précisions qui ne figurent pas partout, hein, et qui ne sont pas dites souvent. Donc, et je voudrais continuer par cette question. Avez-vous été... Bon, on en était à l'inspection. Si vous avez d'autres choses à dire sur l'inspection, je vous laisse le dire. La manière dont c'est le déroulé, est-ce que vous avez été entendu? Mais néanmoins, allons tout de suite. Cette décision, j'ai mis coup de tonnerre à l'université, cette décision qui en a surpris plus d'un, du ministre. Hein, je rappelle un ministre qui connaît la Guyane. Hein, c'est l'ancien président du CNES. Tout à fait. Il connaît l'université de Guyane. C'est un ancien partenaire. Il y a eu des partenariats qui ont été ouverts avec sa signature à l'université et celle, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'était Antoine Prinbrose ou le président Linguet, enfin un des deux. Les Mais- trois, Il y a un troisième? bah, elle a gagné. Ah, oui, non, mais Lagani, non, je pense. Parce que Lagani, c'est le premier président de l'université. C'est ça. Bon, Tout voilà. à fait. Mais il est resté 4 ans. Il est resté C'est celui 3 ans et demi. C'est 3 ans et celui demi. qui a Voilà. permis de faire faire naître démarrer cette- l'université, Voilà, l'administration, le Tout à fait, fonctionnement tout à fait. et tout. Avec la collaboration des personnels de l'université, Bien évidemment. locaux. Il avait salué à son départ, je me souviens, Oui. M. Lagani. Hein, voilà. Bon, allez, on va pas refaire l'histoire ensemble. Non, ce que je voulais, j'ai perdu un peu le fil. Oui, je voulais savoir, est-ce que ça vous a surpris, cette décision, donc aussi rapide, suite à cette enquête? Parce que l'enquête administrative, elle a eu lieu il y a à peine quelques semaines. 4 semaines, en gros. Tout à fait. je dirais. Le passage de l'inspection, effectivement, en Guyane a eu lieu dans ces eaux-là il y a 4 semaines. Je crois qu'on est à peu près sur du jour pour jour en termes de. Est-ce que ça vous a surpris donc que le ministre aussi rapidement décide une mesure, même ne fût-elle qu'à titre conservatoire, donc de suspension du président, M. Tabiot? Oui, à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que le fait qu'à un délai aussi court, effectivement, qui a pu surprendre, c'est totalement normal au vu des choses, mais c'est de se dire que l'enquête a sûrement dû apporter un certain nombre d'éléments qui méritaient finalement une attention particulière et que des décisions comme celle-là puissent être prises. Après, l'enquête est toujours en cours, donc il y a Oui, tous oui, les oui. éléments seront apportés en complément, donc nous-mêmes, on ne les a pas forcément, mais c'est de se dire qu'à ce niveau-là, si cette décision a été prise, c'est que il fallait que ça soit en ce sens-là. Tout finalement respecte toujours le droit d'autonomie des universités, mais également donc s'assurer que tout se fasse toujours dans de bonnes conditions Oui, des conditions légales et autres vis-à-vis de tout le monde. Donc je pense qu'on en est là justement pour de bonnes raisons, en tout cas qui doivent être solides au vu de la situation actuelle. D'ailleurs, Monsieur Razan, petite question annexe, hein, je vous repose à vous aussi la question, est-ce que vous avez été surpris de cette décision du ministre et la vie de cette enquête? Ce rapport d'inspection, vous allez y avoir accès à la fin? Vous êtes destinataire du rapport à la fin? Je parle des syndicats notamment, ou c'est un rapport interne destiné, on va dire, alors là, au gouvernement et Alors, le rapport d'enquête est destiné au ministre. Et le ministre, l'inspection, ouais. le rapport de l'inspection générale est destiné au ministre. Et c'est à partir de ce rapport que le ministre prend un certain nombre de décisions. Mais sera-t-il rendu public? Euh, Théoriquement, ils le sont. mais bon. Théoriquement, alors, comment vous dire ça? C'est compliqué, je sais. C'est compliqué. Vous connaissez certains rapports Ouais. qui auraient dû être rendus publics, qui n'ont été que 2 ans après. Alors, ce type de rapport n'est pas rendu public. Les conclusions D'accord, voilà. peuvent être rendues publiques parce que s'il y a des gens qui sont impliqués avec des noms, etc., on ne peut pas rendre ce genre d'informations grand public. Donc, c'est un rapport qui est transmis au ministère et c'est le ministère qui en fait ce que de droit. Sachant que, Allez. quand même, je voudrais préciser que au sein de l'université, l'ensemble des personnels et de la hiérarchie est soumise, comment dirais-je, au président. Mais le président a pour responsabilité le bien-être et le bon management de l'université, dans l'intérêt des étudiants. Parce que ce que je veux quand même préciser, c'est que le combat qui est mené dans l'intérêt des étudiants. D'accord. C'est- Et non c'est- pas dans un quelconque autre intérêt qui pourrait avoir été. Bon, on y reviendra en deuxième À partie. titre Est-ce que personnel, vous avez été. à titre- Je dis pas vous personnellement. à titre personnel, toutes les personnes qui me connaissent de loin ou de près
savent que moi, et je le dis à qui veut l'entendre, je défends l'intérêt général. D'accord. Vous n'avez pas d'ambition présidentielle. Déjà, déjà, je ne peux pas. C'est Je clair. vous fais sourire. C'est un sujet de lourd, il faut un peu de légèreté. Mm. Ceci étant, non, quand je vous ai interrogé, parce que je voudrais bien, moi personnellement, hein, ça m'a choqué. Hein, personne Mhm. s'y attendait, comme beaucoup de Guyanaises et de Guyanais, hein, enfin, qui résident en Guyane. Tiens, boum, qu'est-ce qui se passe? Laurent Linguet suspendu. Bon, on a tous été un peu surpris. C'est pour ça que vous êtes là, pour Nous aussi. expliquer. Et je pense que c'est pour ça que je vous posez la question. Je crois que la Ouais. décision, quand même, a été surprenante aussi Mhm. rapidement et qu'on en regarde les suites. C'est pour ça que derrière, je voulais que vous m'indiquiez qu'est-ce que vous attendez des autorités qui se sont saisies de cette affaire aujourd'hui. Il faut que. Est-ce que vous attendez une certaine transparence? Si je vous demande, est-ce que vous allez être destinataire de ce rapport d'inspection, c'est bien parce que quand un ministre décide de suspendre votre président, le président de l'Université de Guyane, Mhm. sur des bases, il serait bon à un moment donné que nous puissions savoir sur quelle base il a été suspendu. Peut-être on n'aura pas tous les éléments de base, mais je pense qu'on aura les résultats, les résultantes, et à partir de ça, on aura des informations. Et ce que nous attendons du ministère et des autorités, c'est un accompagnement pour pouvoir justement restaurer la confiance et aider l'université à se développer dans de bonnes conditions. On va garder cette parole pour faire notre petite interruption. Vous attendez un accompagnement donc du ministère pour aider cette université. On verra dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui. On verra comment est-ce qu'elle va se redresser demain. On va revenir un peu quand même, hein, néanmoins, sur le volet personnel, parce que je vous ai entendu hier sur un média. Donc on va y revenir. Mais je vous dis encore une fois, chers téléspectateurs, chers auditeurs, si vous attendez chez nous du craquant, du ceci, du cela, pas dans le grand forum, allez chercher ailleurs. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, ça fleurit et c'est pas très bien pour tous. Alors, on fait un petit break, hein, le temps de reprendre son souffle, et vous pouvez téléphoner au 05 94 36 36 06 si vous avez une opinion, si vous avez des questions à poser à nos deux interlocuteurs, en savoir plus sur ce qui se passe à l'Université de Guyane. Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce grand forum que nous consacrons à l'actualité, une fois n'est pas coutume. Mais effectivement, la suspension par un ministre d'un président d'université est un fait suffisamment rare et qui mérite quelques explications. Mais nous tentons d'avoir dans un dossier qui, évidemment, sur lequel il faut toutes les réserves, hein, donc laisser les enquêtes se poursuivre. Nous tentons d'avoir des explications de la part de nos deux invités. Le porte-parole de l'intersyndicale, donc des personnels de l'Université de Guyane, M. Bertrand Razan, est avec nous. Et également, nous avons le président de l'UNEF Guyane qui est porte-parole, lui, des étudiants, membres de l'UNEF, porte-parole des étudiants donc de cette université. Nous avons convenu ensemble, d'ailleurs, de ne pas limiter notre regard, et même, on va le faire un peu, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire, mais ne pas limiter notre regard à ce qui est repris abondamment, notamment dans la presse nationale, à croire que c'est le principal fait. Donc cette suspension dite pour cause de harcèlement sexuel et moral du président, sur qui, quoi, on ne sait pas trop. On a décidé, parce que derrière, en fait, vous nous l'avez expliqué pendant une demi-heure avant, et on va poursuivre, derrière, dans notre université de Guyane, il y a d'autres questionnements, il y a d'autres faits qui sont, sans dire qu'il n'existe ou pas, du harcèlement, on va quand même y revenir, mais il y a d'autres faits bien plus importants, et c'est sur ces faits et sur ces informations que nous vous attendons, messieurs, en vous remerciant d'avoir bien voulu vous exprimer à notre micro aujourd'hui. Merci de nous recevoir, surtout aussi. Merci. Pour pouvoir expliquer et puis éclairer un peu la population et toutes les personnes qui se posent des questions, autant que possible. Voilà. Alors, je rappelle que le ministre Philippe Baptiste, ministre de la Recherche et des Universités, a, par une décision dont il a le pouvoir, donc suspendu à titre conservatoire le président de l'Université de Guyane, Laurent Linguet, et a désigné pour assurer l'intérim la vice-présidente, ce qui est un fonctionnement normal du conseil d'administration, la vice-présidente de l'université, Madame Sebeloué. Tout à fait, c'est prévu dans les statuts de l'université. En cas d'empêchement du président, c'est la VPCA, Madame Sebeloué, qui prend le relais pour assurer la continuité administrative et pour permettre justement que l'administrative de formation, etc., pour permettre que chaque étudiant puisse avoir son diplôme à la fin de l'année.
On va y revenir beaucoup plus longuement et dans les détails tout à l'heure en rassurant, si tant est que vous pouvez le faire. J'en sais rien, mais en tous les cas en expliquant ce qui peut se passer demain. Je voulais également rappeler ce qui a été dit en première période, dont rappeler que cette mesure de suspension qui a surpris toute la Guyane et peut-être même un petit peu vous, fait suite malgré tout à des alertes que vous aviez commencé à donner en interne, malheureusement selon vous pas suffisamment entendues, portées à l'échelon supérieur, entraînant une mission d'inspection de l'université par l'inspection générale de l'éducation et derrière donc cette décision alors que la mission n'est pas terminée, Mm. que son rapport n'a pas encore été rendu à notre connaissance, Mhm. les cas n'est pas rendu public, donc voilà. Alors juste sur le volet, monsieur Tabio, je viens me tourner vers vous parce que vous en avez un peu parlé chez nos confrères du média public hier dans une interview qui vous a été accordée. Je voulais juste sur ce volet quand même je rappelle qu'on est dans une enquête administrative. Mais dans une enquête administrative peuvent être dénoncés des faits, là, je me tourne vers le syndicaliste, des faits de souffrance au travail, des faits de harcèlement, ok. Donc il semble qu'effectivement ces faits-là soient repris dans cette enquête. En tout cas, c'est dans la motivation du ministre pour la suspension. Donc s'il le dit, c'est qu'a priori on le lui a rapporté. Et vous-même vous disiez que bon, sans rentrer dans le jugement de cette affaire, vous vous en doutiez qu'il y avait quand même des alertes que vous aviez retenues ou Tout à reçues de la part de certains personnels. Tout à fait. Pour le coup, je suis également doctorant au sein de l'université de Guyane, donc depuis 3 années maintenant, donc en fin de thèse. Donc j'ai finalement du coup ce double regard, donc étant étudiant pleinement et également du coup aux côtés donc des personnels de recherche de l'université, donc avec cette casquette-là également. Donc ça fait que je suis en contact avec les collègues de manière assez au quotidienne finalement et avec les étudiants aussi de manière quotidienne. Et c'est ce qui a permis finalement que ces informations puissent transparaître, du coup de ressentir vraiment de manière palpable au quotidien l'inconfort que beaucoup peuvent avoir et même que en termes de conditions de travail, ça puisse être parfois assez compliqué quand même pour un certain nombre d'entre eux. Et du côté des étudiants également, en tant que syndicat, notre volonté et notre mission, finalement, c'est de porter la voix des étudiants et de faire en sorte qu'elles soient entendues et également de pouvoir participer. Excusez-moi, que les choses soient bien Oui. claires. Et, il y aurait du côté des étudiants aussi un mal-être qui s'est exprimé vis-à-vis du président, hein, j'entends bien. Oui, Hein. bien sûr. Alors, je précise tout de suite mes propos. Oui. C'est que donc dans cette qualité-là de mission que l'UNEF assure, donc en étant élu dans les différents conseils, nous interpellons à plusieurs reprises le président et la présidence de l'université sur différents sujets que nous portons. Un sujet que nous portons depuis 2 années maintenant, c'est l'instauration d'un congé menstruel au sein de l'université de Guyane, sur lequel nous continuons à travailler. Une des problématiques aussi qui nous a concernés, c'était les transports extra-communaux pour les étudiants qui viennent de Kourou sur le campus. C'est un sujet aussi sur lequel nous avons travaillé, qui a pu conduire à la mise en place de bus supplémentaires avec l'aide de la collectivité pour les étudiants, et notamment dans le cadre également de l'autonomie du Donc, il n'y a Crous. pas de confusion par rapport à ce que vous avez dit, on n'est pas du tout sur le même. Tout à fait. Même Mais volet du coup, que- dans ces échanges-là qu'il y a il pu y a- avoir avec la présidence, le dialogue social à ce niveau-là était souvent assez biaisé, voilà, assez limité quand même. D'accord. Et ça pouvait arriver parfois à un silence soit en face ou parfois à pas de dialogue, en fait, une fermeture du dialogue. Et quand il s'agit de choses aussi concrètes qui impactent la vie des étudiants, et Oui, vous regrettez une absence peut-être de réponse ou de prise en compte de ce que vous demandiez à l'époque. Oui, et même encore Ou maintenant, peut-être encore aujourd'hui. et même parfois, ça pouvait aller donc à avoir finalement des opinions structurelles qui étaient fondamentalement différentes, et parfois cette voix étudiante pouvait être minimisée. Ça, c'est vous attaquez, entre guillemets, vous attaquez. Vous décrivez un mode de management et de relation ou d'instauration du dialogue que vous regrettez. C'est bien Tout ça. à fait. Pour le coup, on a continué avec les instances, donc on continuait ces moments-là de rencontre, que ce soit au sein des CA ou autres instances, donc pour discuter de ces conditions-là, et on continue à pied d'œuvre, donc avec la présidence par intérim qui va continuer. Pour nous, c'est des problématiques importantes, et quand il y a parfois, c'est normal d'en avoir, donc des désaccords structurels sur la manière de voir les choses, sur la direction finalement à prendre, et en faveur des étudiants, c'est important quand même que les points de vue soient écoutés des deux côtés. Et, On vous entend.
Et c'était regrettable de ne pas l'avoir précédemment. On vous entend, sans dédouaner personne. Notez que malheureusement, les difficultés du dialogue social, c'est pas qu'à l'université. On a reçu à la fois des patrons et des syndicalistes ici, et ils ont tous envie de renouer le dialogue, mais on ne sait pas pourquoi on n'y arrive pas forcément. C'est difficile. Monsieur, pour rester sur... après, franchement, on parlera d'autres soucis et de la situation réelle de l'université d'aujourd'hui, de ce conseil d'administration de ce soir, du budget, des examens. On va en parler tout de suite après. Mais pour rester sur ce volet qui a été... notamment mis en avant par la presse nationale et repris localement. Restez sur ce volet. La question que je voulais vous poser, c'est que pour l'instant, on a une enquête administrative, hein, monsieur Razan. Oui. Bon, à votre connaissance, il n'y a pas de plainte de déposée pour l'instant au pénal concernant des faits de harcèlement ou autres qu'on reprocherait au président. Pour l'instant, c'est une enquête administrative avec un motif de suspension à titre conservatoire qui vise effectivement des possibilités de harcèlement. Alors, n'étant pas, Alors, n'étant pas procureur de la République, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais j'ai pu lire qu'apparemment, le procureur s'est exprimé là-dessus. La procureure s'est exprimée là-dessus. Après, franchement, moi, je ne peux pas vous donner des éléments d'informations que vous n'avez pas, bien entendu. que je n'ai pas bien. Voilà, sur une On affaire en attendra cours. que le procureur s'exprime, Voilà. ou peut-être les victimes potentielles, les plaignants. Voilà, il faut chercher le terme juridique. Les plaignants potentiels. Plaignants, victimes. S'explique également. Ça se voit beaucoup. Allez, sans minimiser l'importance de ce volet de cette affaire, mais comme nous l'avons dit dès la première partie de notre émission, on s'intéresse plus au collectif qu'à la personne. Là, c'est franchement des accusations graves, des accusations graves sur des actes graves, donc, mais commis par un homme, ou ça aurait pu être une femme d'ailleurs, commis par une personne, alors que nous sommes ici pour parler des conséquences des mesures qui ont été prises, notamment par le ministre, sur le futur de l'université. Alors la question que je voudrais vous poser dans un premier temps, c'est quel a été l'impact alors, vous avez posé la question à tous les deux, mais cette suspension sur à la fois les personnels, les étudiants, les partenaires, on en parle peu. Les partenaires, je ne sais pas si vous avez eu des retours des partenaires, je pense à la CTG, mais je pense à d'autres partenaires. On parlait du CNES tout à l'heure. Voilà. Et quel impact sur le fonctionnement au quotidien de l'université? Qui veut répondre? Peut-être pour introduire un petit peu le sujet, c'est vrai que ces dernières 24 heures ont été quand même très animées du coup et assez sportives un petit peu pour tout le monde. Il a fallu se réunir assez rapidement pour pouvoir commencer à poser les premiers jalons finalement de la suite et de la continuité. Donc c'est vrai que dans cette démarche-là, on a fait beaucoup de réunions, en tout cas ne serait-ce que dans la journée d'hier, dans les différents conseils, avec la nouvelle présidence, etc., pour pouvoir prévoir finalement. Vous avez eu des contacts avec la vice-présidente de la nouvelle présidente, maintenant, il faut en parler de l'université? Oui. Tout à fait. Très bien, c'est une information que nous n'avions pas. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment donc de pouvoir aller dans cette continuité-là donc du service public et de pouvoir continuer finalement ce qui se fait déjà donc depuis le début de l'année, donc c'est-à-dire le travail au service des étudiants. Et ça, c'est ce qui est déjà mis en place. Et, je suppose, puisque vous représentez, je rappelle ici, les étudiants de l'université, que la première des préoccupations des étudiants, c'est la continuité des cours et l'organisation des examens. Tout à fait. Pour le coup, être étudiant, ça veut dire on a fait le choix de pouvoir s'émanciper par la connaissance, de pouvoir se tracer un avenir du coup, parce que l'université c'est aussi ça, c'est un lieu d'émancipation où on peut rêver de grand et choisir un petit peu ce qu'on a envie de faire dans la vie. Et ça c'est la priorité numéro 1, de pouvoir continuer sa formation jusqu'à la diplomation et pouvoir trouver finalement une poursuite d'avenir. Avez-vous eu des réponses d'ores et déjà sur ces inquiétudes? À ce niveau, effectivement, on a pu déjà avoir des propos en tout cas qui rassuraient sur le fait que la continuité pédagogique serait quand même assurée et que tout serait mis en œuvre pour les étudiants de façon à ce que cette année puisse se terminer en bonne et due forme et de manière convenable pour tout le monde, et également pour préparer la rentrée prochaine. Donc c'est quelque chose auquel on travaille activement, et au-delà de juste assurer ce service-là auprès des étudiants, les étudiants ont également envie de continuer à participer finalement à ce renouveau de dialogue social à l'université. Ce n'est pas juste prendre des décisions pour les étudiants, mais c'est avec les étudiants aussi. C'est qu'ils soient également acteurs finalement de ce qui va se construire, qui est dans leur intérêt. Donc il est tout à fait légitime aussi qu'ils participent. Au-delà de cette préoccupation des étudiants, M. Razan, vous représentez l'ensemble des personnels, évidemment les personnels enseignants, mais il y a aussi les personnels
administratifs, d'administration de l'université, et ils sont nombreux. Et il me semble que c'était au sein notamment de ces personnels d'administration que des craintes étaient nées quant à notamment des non-renouvellements de postes, quant à des statuts qui étaient plus ou moins précarisés. Est-ce que à ce niveau-là, quelle est la position des personnels à date d'aujourd'hui face à cette décision de suspension du président? Alors, Ancien président. la position des personnels et la position de l'intersyndicale est claire, hein. C'est de faire la lumière sur les finances pour savoir comment on fait pour garder tout le monde. Parce que si les personnels sont là, c'est qu'ils font un travail et que ça apporte à l'Université de Guyane. Donc, l'idée, c'est de trouver les voies et moyens pour pérenniser l'emploi. Parce que ça, c'est une des missions aussi de l'université, de permettre aux étudiants d'accéder à l'emploi, l'insertion professionnelle, mais aussi l'insertion professionnelle de ses propres agents, formation et insertion. Ça, c'est aussi une des missions de l'université. D'accord, on va y revenir en parlant du conseil d'administration de cet après-midi dans quelques secondes, hein, tout de suite après, mais je poursuis un peu la perception. Comment, là maintenant, je vais parler du corps enseignant, Mhm. donc sans différencier les deux forcément, hein, mais comment à ce niveau-là, quelles sont leurs inquiétudes, comment est-ce qu'ils ont reçu cela? Est-ce qu'il y a eu, bon, le corps enseignant, chercheurs, enseignants-chercheurs de l'université, c'est des personnes, vous disiez, qui par nature réfléchissent, donc comment est-ce qu'ils ont perçu cette affaire et comment est-ce qu'ils voient ou ils perçoivent ou qu'est-ce qu'ils espèrent pour l'avenir? Alors, j'espère qu'ils espèrent qu'on puisse restaurer la confiance et qu'on puisse justement travailler ensemble dans l'intérêt général, dans l'intérêt des étudiants et pour pouvoir aboutir à la mission régalienne de l'université, mener chaque jeune à un diplôme et à une insertion professionnelle. C'est pas juste avoir un diplôme pour avoir un diplôme et puis derrière être à la rue, entre guillemets, excusez-moi, hein, mais pour pouvoir vraiment assurer une insertion professionnelle de la jeunesse en Guyane, puisque on dit, on parle, les chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a 40% de jeunes au chômage. Oui. Il faut leur apporter des solutions. Hmm. Il ne faut pas juste dire pour dire, il faut apporter des solutions et l'université est une des solutions qu'on apporte à la jeunesse guyanaise. Je vous en prie, monsieur Tabio. Oui, et pour rebondir un petit peu sur ce que le collègue a dit, c'est que sur finalement le côté personnel et chercheur, du coup, étant moi-même chercheur Doctorant, junior ouais. donc dans un laboratoire, donc, et également donc à ce titre-là, du coup, j'occupe un poste donc de professeur contractuel à l'université, donc en assurant du coup des enseignements au sein de l'université. C'est il y a finalement aussi du coup tout autour finalement de cette affaire-là qui nous préoccupe et de l'université de manière générale. C'était un ressenti aussi, c'était pas que dans de l'administratif aussi. Il faut savoir que finalement la présidence de l'université finalement c'est quelque chose qui pilote toute la vie politique de l'université, ses décisions, sa capacité de recherche, les moyens qui sont mis dans la recherche, tout ça ça dépend finalement de tout cela. Donc s'il y avait un ressenti à ce niveau, les collègues faisaient le maximum pour assurer la continuité pédagogique, parfois dans des conditions parfois assez dégradées. Et l'idée, c'est de se dire que maintenant qu'on en est là, par la force des choses quand même, de se dire qu'il faut maintenant aller vers du mieux pour la recherche, pour les étudiants et de continuer dans cette voie-là. Et c'est ce que les collègues espèrent également, D'accord. qu'on aille sur du mieux. Alors, le conseil, je vais vous poser une question tout à l'heure, hein, j'espère que je ne vous choquerai pas, mais le conseil d'administration de cet après-midi, puisqu'il y a un conseil, donc la vice-présidente a décidé de le maintenir. La présidente. La présidente, mais je ne m'y ferai pas. La présidente, hein, excusez-moi. Par intérim. Oui, la présidente par intérim a décidé de le maintenir. C'est un conseil qui aura beaucoup d'importance parce que je voulais qu'on aborde un autre volet dont on ne parle pas assez, parce que vos revendications, vos alertes, pardon, ce n'est pas des revendications, c'est des alertes. Vos alertes portaient aussi sur les équilibres budgétaires futurs de l'université, qui pourraient inquiéter les étudiants, qui doivent inquiéter les personnels et doivent inquiéter les Guyanais, parce que nous, on souhaite qu'on ait une université qui perdure et se développe. Tout à fait. Et l'équilibre budgétaire est quelque chose de très important à la fois pour le personnel, les étudiants et les enseignants, puisque bon, il faut pouvoir développer l'université
dans sa capacité de formation, dans sa capacité, comment dire, sur le volet immobilier, sur le volet de la recherche, puisque l'université, c'est enseignement et recherche, mais l'enseignement et la recherche, ça demande quand même d'avoir un certain nombre de financements. Mhm. Donc, c'est très important qu'on atteigne l'équilibre budgétaire et qu'on puisse avoir une santé financière qui soit irréprochable, je dirais, hein, pour être Alors, clair. vous allez sûrement poser la question à la présidente par intérim cet après-midi, j'imagine, puisque l'ordre du jour du conseil a trait à des questions budgétaires, ou c'est vous qui allez les introduire? Il y a des questions Il me Tout budgétaires semble à qu'il y a des fait. questions budgétaires Tout à fait. qui sont Lors prévues. de ce CA, effectivement, nous allons aborder les questions budgétaires de l'université. D'accord. Donc, vous allez certainement poser la question à la présidente par intérim, tout en sachant que c'était à ce micro, hein, donc c'est pour ça que nous en parlons, que le président, l'ancien président, le président suspendu, Laurent Linguet, interpellé sur cette alerte, parce qu'elle ne remonte pas hier, Tout à hein, fait. une alerte tout à fait importante, hein, tout aussi importante que les affaires dont on parle dans la presse, j'insiste dessus, peut-être même plus. Donc, à cette alerte, il disait qu'il y avait une mauvaise lecture de la part. Et il parlait simplement de décalage budgétaire, hein, dans la réalisation de programmes d'investissement. Et il disait que si, parce que je crois que vous alertez sur un déficit de 4 millions d'euros C'est dans ces ordres-là. Environ, oui. environ, ce qui est une somme importante. Mais en fait, la question lui avait été posée, la réponse qui avait été faite, j'espère ne pas trahir sa pensée, nous avons en tous les cas l'émission en réserve. Donc la réserve, c'était de dire, oui, mais en fait, non, ils n'ont pas compris. C'est 4 millions de décalage, on a 4 millions de déficit parce qu'on avait 7 millions d'excédents précédemment sur le programme, un des gros programmes de Alors, l'université. Donc c'est de l'investissement, c'est pas sur le fonctionnement. Qui d'accord. serait en Alors, déficit. si on parle Mais on ne rentre pas de, dans trop de détails, hein. non, non, si on parle de décalage financier ou de glissement financier, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que à partir du moment où le budget de l'année N-1 n'est pas exécuté dans sa totalité, Mhm. il obère le budget de l'année N. C'est ce Ça que- veut voilà, dire que c'est vrai. tout ce qui n'a pas été payé en 25, il faut le payer en 26. C'est- Donc ça veut dire que on est en train de courir après les sous, D'accord. quelque part. Et à un certain moment, c'est plus viable. D'accord, bon, enfin, bon, on Et va pas puis, rentrer dans des choses trop techniques. Je vous en prie, monsieur Tabio, c'est quelque Juste chose à pour dire que rajouter? finalement, si autant de personnes ont la même finalement lecture de la chose, de tout simplement dire que c'est une mauvaise lecture, je pense qu'il y a possiblement un problème à ce niveau-là, parce qu'on peut pas tous avoir un doute quand même sur la situation et que on soit tous en train collectivement de se tromper. Donc c'est de se dire qu'il y a quand même aussi une opacité en fait qui a été faite sur certains points financiers, le fait que certains crédits du coup puissent être donc glissés sur les années suivantes. C'est des éléments pour lesquels il y a des bribes d'informations finalement qui sont données par-ci, par-là, à pas forcément aux mêmes personnes toujours à chaque fois, et qui fait qu'il faut recomposer un puzzle finalement qui pourrait être simplement résolu si tous les éléments étaient donnés à tout le monde, en tout cas à toutes les instances compétentes, pour pouvoir discuter de tout ça, débattre, échanger et trouver une solution pour l'université. Les instances servent à ça, c'est des instances de dialogue social entre toutes les personnes compétentes et qui siègent collégialement, et elles ont vocation à ça, d'examiner tous les documents ensemble, d'en prendre connaissance totale et de pouvoir statuer sur qu'est-ce qu'il faut faire pour l'université, pour sa santé. Bon, alors on va pas anticiper le conseil d'administration de cet après-midi. En plus, on n'y siège pas, bien évidemment. Mais vous y siégez tous les deux. Je pense que c'est l'attente que vous avez. C'est presque une question que vous posez publiquement à la présidente, hein, de l'université, de mettre sur la table l'ensemble d'éléments que vous estimez ne pas avoir obtenus de l'ancien président. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il nous faut vraiment dans l'état actuel, c'est de la transparence, c'est du dialogue, c'est de la vérité. Je pense que pour les étudiants, le personnel, comme pour toute la Guyane finalement, c'est ce qui nous ferait du bien après tout ce qui a pu se passer ces dernières heures et même ces dernières années à l'université, sachant que toute cette situation-là finalement a une certaine antériorité quand même. Il faut de la transparence et effectivement c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère pour ce conseil d'administration de cet après-midi, mais pour tous les autres également à venir, on espère la transparence et une lecture éclairée de la situation. D'accord. Alors, messieurs, moi, je voudrais vous poser une question un peu brûlante. Euh, de tout cela, sauf si vous avez d'autres, il y a un autre volet un petit peu des dysfonctionnements que nous n'aurions pas évoqués.
Euh, Non? On a parlé du management, on a parlé des finances, on a parlé de la formation, un peu de tout. Oui, des problèmes de l'homme. Je voulais donc Une vous petite poser... précision que je Donc, voudrais oui, apporter monsieur quand même. Razan. Alors, je ne suis pas membre du conseil Ah d'accord, d'administration. vous ne siégez pas au conseil, oui. Je siège Oui, au CSA. au conseil social Social. d'administration, C'est qui pas est tout à fait la même une chose. instance Oui, qui correspond au CSE dans les entreprises. voilà, et Voilà, au conseil, CHSCT, etc., d'environnement. qui parle d'organisation de travail, D'accord. qui parle de l'organisation du travail et des affaires de personnel, etc. Très bien. Alors moi, je voulais poser une question néanmoins à tous les deux concernant, bon, avec toutes ces alertes, des choses comme ça, est-ce que quelque part, vous seriez pour une mise sous tutelle de l'université? Non, Non. Non, voilà, je vous posais la question très non, franchement. non, et c'est d'ailleurs, bon, dans la démarche, hein, nous sommes responsables et nous sommes aussi acteurs et force de proposition. Et dans cette force de proposition, justement, l'idée, c'est de pouvoir assurer la continuité de l'université. Et l'université a des statuts. Il y a des textes qui sont prévus pour pouvoir faire fonctionner les choses, pour avoir une continuité administrative en cas de vacances du président. Et cette continuité administrative, aujourd'hui, est assurée, puisque à partir du moment où le ministre a acté Donc, sa question annexe, décision, pour vous, le conseil d'administration tel qu'il a été mis en place doit aller au terme de sa mission en décembre de cette année. Pas bah, question de faire des élections anticipées. la mission qui est confiée à Martine, selon ce que j'ai vu dans les textes, hein, c'est justement de mener à bien l'université jusqu'en décembre 2026 pour pouvoir faire des élections en toute sérénité, en toute quiétude et en toute transparence. C'est votre point de vue également? Tout à fait. Pour le coup, il a su bien le synthétiser. Effectivement, c'est des choses qui sont prévues également et qui sont encadrées. Donc, en soi, effectivement, la situation est quand même assez voilà, surprenante. Le pays n'est pas en danger. Mais voilà, c'est de se dire que c'est quand même des choses qui sont prévues, anticipées, et dans la continuité, en tout cas, des choses qui vont se faire dans le conseil d'administration. Toutes les personnes qui y siègent, du coup, les administrés, c'est des personnes qui ont été élues à ces postes-là en leur grade et qualité, et le conseil continuera à siéger pour C'est assurer important. la continuité du Vous- service. Vous n'appelez à aucune mise sous tutelle de votre université et vous faites confiance au conseil élu pour poursuivre jusqu'à décembre 2026 et régler les problèmes. Parfait. Et Je vous en prie. juste un Fabio, petit point de rappel, je pense effectivement qu'il est important de rappeler que l'université, dans son institution, est totalement indépendante depuis, donc il y a des lois. Donc, Clairement. oui, il y a des lois qui encadrent l'indépendance des universités. Il y a la loi du coup de 2007 et puis il y a d'autres lois qui l'encadrent également, qui sont venues par la suite et qui C'est un encadrent. message que vous passez à Paris, là? Non, du tout, je ne fais que rappeler finalement des faits. Non, Ils ont tendance quelquefois à vouloir effectivement c'est reprendre un la main. message que nous voulons passer à la population pour les rassurer Très bien. et leur dire que nous sommes dans une posture constructive pour pouvoir faire que l'université soit cet outil performant pour la Guyane. Alors, ceci étant, néanmoins, je vous en ai parlé tout à l'heure, il existe des partenaires à l'université. Et avant de parler de partenaires, je vais parler de projets. Alors, il y a des projets qui sont en cours. Il y a des choses qui avancent, qui ont avancé. Hein, en 4 ans, ça fait 4 ans qu'il est président, monsieur. À peu près, oui. Ouais, Oui. 4 années de président 3 de Laurent années et Laguet. demie. Bon, moi, il y a des dossiers. Est-ce que ces dossiers-là ne sont pas en danger, mis en danger? Je parle du dossier du Crous. D'abord, j'aurais voulu qu'on parle d'IPSI aussi, ce fameux programme phare de notre université de Guyane aujourd'hui. Est-ce que ce sont des orientations qui seront maintenues? Est-ce qu'ils ne sont pas en danger liés au départ forcé du président? Alors, le Crous est aussi un établissement autonome et indépendant. D'accord. Donc, la construction du Crous, l'université y participe, mais l'université n'est pas, comment dirais-je, Maître d'ouvrage. maître d'ouvrage du Crous. Donc ça, il faut que ce soit clair. Et il y a une collaboration étroite entre l'université et le Crous. L'université est chargée de former et le Crous est chargé de toute construire. le volet social et hébergement Ah, d'accord. des étudiants.
Tout à fait, effectivement, il Je faut suis pas vraiment bio, oui. Précisez-nous là, parce effectivement, qu'on et est un peu ignorants en la je matière. pense que je peux vous apporter un certain nombre d'éléments, sachant que j'ai également été, du coup, pendant les 2 dernières années, personnalité invitée au conseil d'administration du Crous Antilles-Guyane, et donc qui est siégé pour le compte de la Parfait. Guyane. Prenons le temps effectivement d'expliquer Donc, ce dossier. ouais. Que beaucoup de Guyanais attendent, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas tous de la même chose. Effectivement, disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même dites sur ce sujet, voilà, un peu dans tous les sens quand même. C'est un peu compliqué de synthétiser toutes les informations, mais le Crous est une institution effectivement qui est autonome et qui est séparée fonctionnellement de l'université. Donc elle a sa manière de fonctionner, elle a son budget, elle a ses réserves, elle dépend d'autres institutions, elle dépend du CNOS et après du ministère du coup qui est séparé donc des universités qui eux dépendent, qui sont alliés au CNESER et après au ministère. Donc on a vraiment du coup deux fonctionnements, du coup voilà, deux colonnes finalement qui couvrent finalement l'entièreté de la vie étudiante, donc l'universitaire via les formations et l'ensemble de la vie para-universitaire, donc la restauration, l'hébergement, la vie sociale universitaire, la santé, etc. la mobilité, Donc voilà, c'est important donc de le repréciser, donc les missions des deux et le fait qu'ils sont complémentaires, mais effectivement s'administrent de manière autonome. Sur la question du Crous autonome de Guyane en particulier, effectivement, c'est quelque chose, et je précise du coup, enfin, je pense que vous l'avez tous vu et suivi, c'est suite à la visite donc du ministre l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou l'année d'avant, qui avait donc mandaté donc le recteur de pouvoir réfléchir à une stratégie d'autonomisation. Et donc, dans ce dossier-là, finalement, qui était au cœur de l'actualité, nous avons travaillé, donc nous, UNEF, donc qui représentions les étudiants avec la collectivité, avec l'université sur ce dossier-là pour pouvoir produire finalement donc, des éléments de travail à ce niveau-là. Donc c'est quand même quelque chose qui se fait toujours collégialement, donc avec l'ensemble des collaborateurs. Et donc que ça, dans cette période-là, c'est quelque chose qui continue quand même. Donc, et peut-être même d'une manière peut-être plus simple éventuellement dans la mesure où même dans cette vision-là, effectivement, nous sommes tous unanimes sur la volonté d'avoir un Crous autonome, mais sur sa manière de fonctionner, il y avait quand même du coup des visions qui pouvaient... il y avait un décalage dans les visions entre avoir un Crous autonome tout de suite et un Crous autonome avec une phase transitoire qui permettrait d'asseoir l'administration. C'est connu, ça. Bah, disons que d'intérêt public. Tout à fait. Disons que ça. l'une des préoccupations, en tout cas qui était la nôtre, celle des étudiants, c'était d'assurer la continuité du service public. C'est que pendant cette autonomisation, qu'aucun étudiant ne soit sacrifié, que la bourse continue par être versée à tous les étudiants, sachant qu'il y a un réel besoin en Guyane. Je vous rappelle qu'il y a quand même aujourd'hui 50% des étudiants donc, qui sont boursiers et une grande partie d'entre eux sont boursiers au 7e échelon, donc l'échelon le plus élevé, donc qui montre vraiment du coup l'importance de ce dispositif-là pour les étudiants. Et donc chaque année, il doit être renouvelé. C'est des choses qu'on ne veut pas mettre en péril. La restauration, l'hébergement, tout ça, ça constitue la vie et parfois des points très cruciaux finalement de la vie d'un étudiant et qu'on ne voulait surtout pas mettre en danger. Et sur cette vision-là, en tout cas, des échanges qu'on a pu avoir, parfois tout n'était pas assuré de la vision qui pouvait être exprimée par le président de l'université et qui pour nous mettait un risque finalement sur la continuité de ce service-là. Il y avait velléité effectivement et on était tous unanimes sur aller vers cette autonomie-là, mais sur l'opérabilité, sur la manière de voir, il y avait des désaccords structurels quand même à ce niveau-là. Et aujourd'hui, enfin, vous avez peut-être pu suivre les annonces. Enfin, il y a une inspection également qui est passée donc en Guyane au début d'année donc sur l'autonomisation de ce Crous. Donc c'est toujours en cours. Donc le rapport n'est pas encore terminé, mais effectivement, la démarche est enclenchée. Soyons clairs. La démarche est enclenchée. Les rapports du coup que le recteur donc a pu proposer. Donc mais le timing et les étapes ne sont pas. Il y a un accord qui doit être trouvé sur la manière dont ça se fera. Il y a un accord qui doit être trouvé, sachant qu'il y a aussi la problématique donc de construction donc de nouvelles résidences également, qui est une nécessité aussi, qui doit accompagner en fait cette autonomisation parce que c'est un besoin qui se fait réellement sentir vis-à-vis des usagers. Je pourrais vous citer des exemples pleins d'étudiants parfois qui m'appellent parce qu'ils viennent d'arriver en fait en Guyane pour faire leurs études et qui ne peuvent pas s'en sortir, ou le cas
il n'y a pas si longtemps que ça, des étudiants sinistrés du Mont-Baduel, par exemple. Il y avait des étudiants parmi eux qui nous ont contactés parce qu'ils ont perdu en fait tout du jour au lendemain et qu'ils n'avaient pas de solution. Donc il y a aussi du coup cette problématique-là de logement d'urgence aussi qu'on aimerait remettre à l'ordre du jour et qu'on essaie aussi de porter vis-à-vis de la collectivité et vis-à-vis de la mairie également et de toutes les mairies finalement, donc d'accompagner les étudiants à ce niveau-là parce que se retrouver sans rien du jour au lendemain, c'est important quand même d'avoir collectivement en tant que société en fait des moyens de pouvoir assurer la solidarité. Mais voilà, l'idée c'est quand même de dire que le projet du CROUS c'est quand même quelque chose qui est toujours en cours, donc on attend finalement donc les éléments de proposition du ministère pour cette stratégie d'autonomisation. Nous avons proposé nous en tant que représentants étudiants une vision qui pour nous permet d'assurer la continuité du service public et cette autonomisation dans les conditions les plus saines et pérennes possibles, et on attend de voir les conclusions. Les arbitrages ministériels sur cette... Il y avait une différence de vision, d'après ce que j'ai compris, avec le président de l'université, entre la vôtre et celle du président de l'université. Sur le timing, essentiellement, on dira. Timing, d'accord. Après, on peut parler de la CTG après, donc elle a son importance aussi dans cette affaire. Après, pas que celle-là d'ailleurs. Si je peux ajouter un point quand même, il y a un point qui a été dit là, qui montre la nécessité d'avoir ce CROUS autonome de Guyane. Il y a des particularités guyanaises. Il y a, on aime bien le dire, c'est parfois un peu galvaudé, mais il y a une réalité locale qu'on n'a pas aux Antilles, qu'on n'a pas dans l'Hexagone et qu'on doit prendre en compte au plus près. Parce que ce n'est pas ni à 2000 ni à 8000 km qu'on peut voir ce qui se passe. On a... mais ne serait-ce que la territorialité, l'origine des étudiants. Et quand je parle d'origine, Saint-Laurent, Cayenne, 250 km. Les moyens de transport... Saint-Laurent et que vous êtes étudiant à Cayenne, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et nous avons des bacheliers qui ne poursuivent pas leurs études par rapport à cette problématique de logement, de transport, etc. Tout à fait. Et c'est grave. Un petit élément lancé sur le sujet du CROUS. Non, mais c'est surtout allons-y, un petit élément de précision aussi pour donner un petit peu de chiffres et d'éléments en fait. C'est aussi que aujourd'hui, peut-être, enfin, je ne sais pas si vous savez un petit peu comment les élus sont, enfin la composition de ce conseil-là, mais donc en termes de représentation, donc il y a une représentation équilibrée des membres du personnel et des membres étudiants du coup au sein de ce conseil-là. Donc il y en a 7 pour le personnel. Du futur CROUS. Non, je parle du conseil administratif existant du CROUS Antilles-Guyane. CROUS Antilles-Guyane. Tout à fait. Donc il y a une représentation équilibrée en fait du coup des membres du personnel. Je parle du personnel, je ne parle pas de tous les autres personnes qui y siègent, avec ceux des étudiants. Donc il y en a 7 pour le personnel et 7 pour les étudiants. Et la répartition de ces sièges là du coup est à raison donc de 3 pour la Guadeloupe, 3 pour la Martinique et un seul élu pour la Guyane. Aujourd'hui. Oui, le CROUS Antilles-Guyane fonctionne sous cette fonctionnalité, sous cette modalité-là. Et ils ont gardé les mauvaises habitudes de l'université Antilles-Guyane. Hein, chose que nous trouvons pas normale, et avoir un seul élu étudiant qui défend du coup la voix, c'est quand même... voilà, ça ne fait pas beaucoup de voix finalement pour faire porter la situation des étudiants. Les messages et les arbitrages nécessaires. Tout à fait. Et c'est pour ça ainsi qu'on estime nécessaire d'avoir cette autonomie-là qui permette de prendre en compte les réalités du territoire de tous les étudiants. On y reviendra. Je voulais simplement savoir si cet événement et cette suspension du président, son remplacement par la vice-présidente qui aujourd'hui est présidente de l'université, est-ce que sur ce sujet-là, ça pouvait poser un problème? Manifestement non. Alors revenons sur les autres partenariats. Et je ne sais pas, est-ce que des contacts ont été pris? Est-ce que vous-même avez des contacts avec notamment la CTG, la collectivité territoriale de Guyane, qui est un partenaire important donc, des projets universitaires en Guyane, notamment en matière de, je pense notamment dans le domaine de la recherche, santé, etc. Voilà. Hein, donc, est-ce que vous avez, il y a eu un contact? Vous avez été approché? Ils vous ont ou vous-même vous avez tenu à les rassurer, ou vous le faites à notre micro aujourd'hui en leur disant vous inquiétez pas, notre université va pas s'écrouler? Soyez rassurés, notre université ne va pas s'écrouler. Et justement, les rencontres que nous avons eues avec la présidente nous rassurent sur la politique à mener pour pouvoir justement renforcer ces partenariats et permettre que les choses puissent avancer dans le bon sens. Et travailler un travail vraiment collégial autour des questions universitaires. Je vous entends, M. Razan, avant que M. Tabiou ne réagisse aussi, hein, mais je vous entends, mais quand même. On va pas, on semble dire que le problème, c'est un homme
pour l'université, Monsieur Tabiou? Euh, Ou c'était un homme, excusez-moi, il est suspendu. Alors, pour le coup, le point n'est pas tant finalement de récriminer un homme en particulier pour tout ça. Finalement, c'est en fait ce qui finalement a entraîné toute cette situation-là. En fait, c'est une vision politique, c'est une Hmm, manière donc de gérer. Donc, c'est finalement du coup tout un cadre qui est posé et qui d'accord. va qui peut aller au-delà du coup de l'individu. Mais c'est Hmm, vrai que la position de présidente, il faut le reconnaître, elle est particulière, elle a des responsabilités, elle a des pouvoirs. C'est important de poser ce contexte-là. Mais il faut se dire que c'est quand même un cadre d'accord. entier, en fait, Ok. qui finalement, du coup, était finalement On posé n'employait pas le problème. terme de système, mais on pourrait presque dire, ça, on l'a employé à d'autres occasions, un système mis en place qu'il faudrait dépasser aujourd'hui, Disons que par exemple. à partir du moment où on est en responsabilité, on a un mandat qui nous est donné, on doit prendre ses responsabilités. Signer les conventions qui doivent être signées, entériner les actes qui sont entérinés et quelque part être le bouclier, le garant du bon fonctionnement de son institution. Donc, Hmm, c'est pas la, la gestion d'une université, c'est pas l'affaire d'un seul homme. d'accord, Et vous me si, rassurez quand même. non, non, mais si à partir d'un moment, quelqu'un se dit euh, c'est l'affaire d'un seul homme, je pense qu'il risque il se trompe et il pourra pas gérer tout ce qu'il y a à gérer au sein d'une université euh, en seul. D'accord. Et C'est un travail d'équipe, c'est un travail collégial, c'est un travail qui se fait ensemble avec des directeurs, avec des VP, avec les différentes composantes pour faire fonctionner l'université. D'accord. Très bien. Et Très bien. preuve en est, c'est que aujourd'hui, les étudiants suivent leurs cours actuellement alors que nous parlons. Enfin, peut-être là, ils sont en pause déjeuner quand même parce qu'il est midi, mais ils suivent leurs cours normalement. Il y en a certains qui font leurs partiels, leurs examens. La vie universitaire continue parce que tout Ouais. simplement, cela ne dépend pas d'une personne. C'est toute une institution qui travaille, donc collègues, composantes, directeurs de composantes, etc., pour assurer Hmm, cette continuité-là. Donc ça se fait toujours, ça continuera par se faire. On n'en est pas là. Mais pour autant, effectivement, il y a quelque chose, du coup, un cadre qui est posé qu'il faut dépasser. c'est vrai. Il faut aller, du coup, au-delà de ça, mettre en place, du coup, une nouvelle manière de travailler ensemble, finalement, et qui fasse que on se parle, on communique, finalement, qui est cette médiation-là aussi dont les collègues ont besoin, finalement, pour renouer ensemble au vu de la période dont on vient de sortir et finalement d'aller plus loin et continuer, tout simplement. On est plutôt sur cet aspect-là et sur cet axe-là. D'accord, donc moi, ce que j'entends hein, de votre expression, et on vous en remercie à ce micro, c'est que, bon, à date d'aujourd'hui, effectivement, bon, il y a cette affaire importante qui touche le président en tant qu'homme et en tant que président dans l'exercice de ses fonctions aussi, il ne faut pas l'oublier, donc de l'université, mais que la formule du fonctionnement normal de l'institution, c'est-à-dire sa suspension à titre conservatoire, donc bah, lui, il est à côté, hein, il n'a plus d'intervention à avoir et de rôle dans l'université, mais le fonctionnement de l'université reste assuré par cette prise de fonction de la vice-présidente qui Tout à devient fait. présidente. Donc, manifestement, à qui vous faites conscience, puisque vous m'avez dit pas de tutelle, et puis le conseil peut poursuivre jusqu'à décembre. Bah, Avec un conseil d'administration important cet après-midi, j'imagine. avec, oui, oui, qui va sûrement mettre en place un diagnostic de la situation et poser des jalons pour pouvoir redémarrer de plus belle. Parce que euh, c'est vraiment dans un travail collégial, dans un travail collaboratif que l'université avance et dont l'université a besoin pour grandir. Très bien. Et les éléments que nous apportons aujourd'hui, c'est finalement pour pouvoir dire que dès qu'on a eu finalement donc l'annonce qui a été faite, en tout cas on a en signe, en tout cas qu'on trouve positif, c'est que on a eu cette rencontre là donc avec la nouvelle présidente par intérim, donc qui a cherché à nous rencontrer, donc qui pour nous sont des indicateurs en tout cas d'une bonne direction qui est prise. Après effectivement donc à voir comment les choses se déploient au fur et à mesure, mais en tout cas on semble en tout cas on est rassuré en tout cas sur le fait que ce dialogue là, ils ont à cœur de vouloir le renouveler et d'avancer ensemble cette fois-ci vers quelque chose de plus serein pour tout le monde. Et Le message est passé et entendu. Au-delà du conseil de cet après-midi, y a-t-il d'autres étapes importantes, d'autres dates
au niveau de la vie de l'université? Alors, je vais quand même rajouter, hein, si le ministre a pris la décision de mettre une présidente par intérim, c'est que quelque part, au ministère aussi, il y a une certaine confiance dans l'équipe en place. Et aujourd'hui, les échéances qui arrivent, c'est déjà finir l'année universitaire, pouvoir permettre aux étudiants d'avoir leur diplôme. Les profs sont mobilisés dessus, on ne risque pas. Les profs Oui. sont mobilisés dessus. J'ai vu passer des partiels qui sont en cours. D'accord. Donc, non, les profs sont mobilisés. Il y a quelque chose qui a toujours été retenu au niveau de l'université par tous les différents rapports, par toutes les différentes inspections qui sont passées jusqu'alors. C'était l'engagement du personnel dans son université. Personnel enseignant, et etc. Personnel administratif. Administratif. Également, hein, Et ne même, peut pas et même, fonctionner, il faut le rappeler. même oui, puisque si on n'a pas le personnel administratif pour justement caler les échéances, suivre les dossiers, les faire avancer et les valider, l'université, c'est un ensemble, c'est un tout. Et c'est un ensemble vivant. Une dernière question que j'aurais peut-être dû poser plus tôt, mais enfin elle me vient à l'esprit maintenant. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous y répondre. Les grandes orientations de l'université, on a reçu, et généralement quand on reçoit à l'université de Guyane, on reçoit son président. On l'a reçu, il a donné ses orientations, donc pour cette année, et même des orientations à moyen terme, long terme, dans des discussions. Est-ce qu'elles sont remises en cause? Ou est-ce que cette stratégie de l'université de Guyane était contestée par l'intersyndicale ou non, c'était franchement un problème managérial, un problème de dialogue social, et derrière, des éventuelles dérives imputables à l'homme? Alors, il y a la situation managériale et sociale Oui. dont on a parlé. Et après, les grandes orientations de l'université restent toujours vraies, avec un audit de la situation. Ah, vous souhaitez un audit de la situation, Disons, un audit pédagogique un oui. audit interne. Hein, Oui. De toute façon, Interne. en 2027, nous avons notre auto-évaluation. Donc, oui, c'est qui est obligatoire avant la venue donc Tout à fait. c'est pas la Cour des comptes, je sais plus qui c'est qui vous contrôle. l'HCRS, le Haut Conseil de Voilà, le Haut l'université. Conseil d'éducation et de la recherche, voilà, c'est ça. Oui. Voilà, donc à partir de ça, dans le fonctionnement d'une organisation, il y a des étapes, Hmm. il y a un cycle. On met en place une trajectoire, on vérifie qu'on est sur la bonne trajectoire, qu'on va à la bonne vitesse et qu'on ne dévie pas. Donc, quand je dis audit, c'est cette façon de re-questionner D'accord. son fonctionnement, son organisation pour l'améliorer. Ok, Et, messieurs, oui, monsieur Tabiou, pour quelques mots pour conclure. Oui, tout simplement, assez succinctement, c'est de se dire aussi qu'en termes de date aussi, de choses qui arrivent également, c'est courant du coup 2028 cette fois-ci, donc c'est plutôt les plaquettes donc pédagogiques aussi qui sont à voir. Donc il y a des bilans à faire également actuellement sur lesquels du coup l'ensemble des collègues chercheurs et personnels se mobilisent pour que cela soit fait en temps et en heure, et également réfléchir à l'offre de formation qui va être proposée du coup à nouveau pour finalement du coup le prochain cycle. Il faut se dire aussi, se poser les questions finalement donc de ce qui s'est passé aujourd'hui dans les différentes formations, ce qui va pas bien, ce qui va bien, et également établir aussi des critères de soutenabilité du coup des différentes formations. Chose également qui... Ça demande une vraie confiance interne, ça demande effectivement une symbiose de l'ensemble des équipes. Hein, ça demande une collégialité, collégialité pour pouvoir mettre en place des critères objectifs. Tout à fait. L'une des choses qui soulevait éventuellement souci, c'était par exemple, c'était le fait de la disparition de la licence patrimoine, par exemple. Ouais. C'est des choses, par exemple, qui étaient très appréciées. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre les choses à plat, de regarder l'ensemble finalement donc de l'offre et de tout ce qui concerne la vie universitaire et de gouverner, c'est choisir, disait l'autre. Soyons clairs qu'à la date d'aujourd'hui, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir élargi la focale sur ce qui se passe et qui est grave à l'université, d'avoir rassuré les étudiants, les personnels. Et les parents. Et les parents, oui, que nous n'oublions pas. Mhm. Donc, sur la tenue notamment des examens. Et puis, on suivra avec vous, vous avez porte ouverte chez nous, on suivra avec vous les suites réservées à cette affaire.
Vous dites que c'est un long chemin, mais là, il y a quand même un trou. Il faut effectivement remettre un petit coup de marche avant là pour repartir. Dans la vie, on peut rencontrer des obstacles. Il faut soit les contourner, soit les déplacer ou passer au-dessus. Et les obstacles ne sont pas insurmontables. Je vous laisse ce mot de la fin. Vous êtes en philosophie, non? Je vous laisse ce mot de la fin en vous remerciant d'avoir accepté de répondre sur cette question sensible et d'avoir donné tout ça d'informations à nos auditeurs et téléspectateurs de Radio Télé Pays. Demain, on lui posera la question d'ailleurs. Demain, nous recevons avec France Guyane, le rédacteur en chef France Guyane, nous recevons le président de la CTG. Il a d'autres choses à dire, mais entre autres, je sais qu'on va couvrir l'actualité et on lui posera la question. Est-ce qu'il continue, il garde sa confiance à l'université de Guyane? Oui, je pense que oui. Qui va dire oui. J'imagine et je l'espère ardemment. Voilà. En tout cas, je vous remercie de nous avoir donné cette plateforme pour pouvoir expliquer et j'espère rassurer la population et les étudiants et aussi les parents, le personnel et toute la communauté universitaire. Tout à Très fait. bien. Et aux côtés des étudiants, finalement, de dire que tout ce qui se passe, finalement, ça peut sembler du coup être beaucoup de chamboulement pour les personnes qui ont également appris les nouvelles, du coup, via les infos assez brutalement, mais que tout continue et que pour toute chose et dans toute instance, en tout cas, ils sont toujours représentés et qui ne seront jamais laissés pour compte. Ça, c'est la vocation du syndicat et qui continuera. Très bien, messieurs. Cette fois-ci, c'est vraiment le mot de la fin. Dans quelques minutes, dans 5 minutes maintenant, on va avoir, après la page de publicité, le grand journal de 13 heures de Radio Télé Pays. Donc, il sera présenté, je crois, par Florian Royer, me semble-t-il. Voilà. Et nous, on se retrouve demain. Je vous rappelle que vous aurez Gabriel Serville à votre, entre guillemets, disposition demain pour répondre à vos questions dans le grand forum. Au revoir.